Il existe un métal qui se désintègre tout seul dans vos mains, sans feu, sans acide, sans aucune explication visible, juste parce que la température a baissé. Et ce métal a probablement tué des hommes sans que personne ne comprenne pourquoi pendant des décennies. Mais commençons par quelque chose de plus concret. Imaginez que vous tenez une tige métallique argentée entre vos doigts. Elle est froide, lisse, légèrement flexible. Vous la pliez doucement, lentement, sans forcer. Et là, quelque chose se passe que vous n'attendez pas du tout. Ce métal émet un son. Pas un son métallique comme de l'acier, pas un tintement comme du cuivre, non. Un craquement sec, presque organique, comme si vous écrasiez de la neige durcie sous votre pied par une nuit de grand gel. Un craquement vivant, presque inconfortable à entendre. Les spécialistes qui travaillent avec ce métal depuis des années vous diraient que ce son a quelque chose d'étrange, qui ne disparaît jamais vraiment. Chaque fois que vous le pliez, il crie. Doucement, mais il crie. Ce métal, c'est l'étain. Et ce craquement que vous venez d'imaginer, il a un nom précis dans le vocabulaire des scientifiques. On l'appelle le cri de l'étain. Ce n'est pas une métaphore poétique inventée pour faire joli. C'est un phénomène physique réel et documenté. Quand les petits cristaux qui composent l'étain glissent les uns contre les autres sous la pression, ils produisent des micro-vibrations qui s'additionnent et deviennent un son audible à l'oreille nue. Les anciens artisans qui travaillaient l'étain depuis des générations utilisaient ce son comme test de qualité. Un étain pur crie clairement, avec ce craquement sec caractéristique. Un étain mélangé à des impuretés crie différemment, plus sourd, plus mou. Pas besoin de laboratoire, pas besoin d'instruments de mesure. Juste une oreille exercée et le métal qui parle. Mais le cri, c'est encore la partie facile. Ce qui rend vraiment l'étain différent de tout ce que vous connaissez, c'est ce qu'il fait quand il a froid. Pas un froid modéré, hein? Pas le froid d'un réfrigérateur ou d'un mois de janvier ordinaire. Un froid persistant, constant, qui s'installe et qui dure. Parce que l'étain, sous une certaine température précise, commence à mourir. Et je dis mourir dans le sens le plus concret possible. Il se transforme en poudre grise. Pas en rouille, pas en oxyde, pas en une forme dégradée de lui-même, en poudre. Une poudre terne, friable, qui s'effrite entre les doigts comme de la cendre froide. Un objet solide et brillant devient une poussière qui tombe, sans flamme, sans réaction chimique visible, sans la moindre explication apparente pour quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il regarde. Et ce phénomène a un nom. On l'appelle la peste de l'étain. Pas la maladie de l'étain, pas le vieillissement de l'étain, la peste. Parce que ceux qui l'ont observé pour la première fois ont remarqué quelque chose d'encore plus troublant que la simple désintégration. Ce processus se répand. Il commence en un point, une tache grise sur la surface d'un objet, et il avance, lentement mais sûrement. Comme une infection qui colonise un organisme, les nouveaux cristaux gris qui se forment servent de modèle aux cristaux voisins, leur montrant en quelque sorte comment se réorganiser. La transformation part d'un foyer et s'étend dans toutes les directions à la fois, grignotant le métal de l'intérieur, silencieusement, sans bruit, sans chaleur, sans rien, juste le froid et le temps. Ce métal crie quand on le touche, et il se désintègre quand il a froid. Ces deux faits, à eux seuls, suffiraient à en faire un matériau fascinant. Mais l'histoire de l'étain ne s'arrête pas là. En fait, elle commence à peine. Parce que ce métal bizarre et paradoxal a peut-être changé le cours de l'histoire humaine à plusieurs reprises, dans des directions que personne n'avait anticipées. Et la première fois que la peste a vraiment frappé fort, les conséquences ont été irréversibles. Si cette histoire vous fascine autant qu'elle me fascine, laissez un like et abonnez-vous. Vous ne voulez pas manquer la suite de ce que l'étain a fait au monde. Maintenant que vous savez ce que ce métal peut faire de l'extérieur, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce que l'étain se comporte ainsi? Parce que la réponse à cette question est l'une des choses les plus étranges que la physique nous ait jamais offertes. Et elle commence par un fait que très peu de gens connaissent. L'étain n'est pas un métal. Enfin si, il est un métal, mais il est en réalité deux métaux dans un seul corps. Deux formes complètement différentes du même élément qui peuvent coexister, se transformer l'une en l'autre, et dans le passage de l'une à l'autre change absolument tout.
Au-dessus de 13 degrés et 2 dixièmes, l'étain est ce métal brillant, souple, légèrement argenté que vous imaginez. Sa structure interne, la façon dont ses atomes sont organisés, est compacte et ordonnée. Les atomes sont alignés selon un schéma géométrique précis qui donne au métal sa solidité, sa brillance, sa capacité à se plier sans se briser. C'est ce qu'on appelle l'étain bêta. C'est cette forme que les humains ont utilisée pendant des millénaires pour fabriquer des objets, des soudures, des revêtements. Cette forme-là est fiable, prévisible, docile. Mais en dessous de 13 degrés et 2 dixièmes, quelque chose commence à changer à l'intérieur du métal. Pas à sa surface. Pas de façon visible dans les premiers temps. À l'échelle des atomes. Les atomes d'étain commencent, un par un, à se réorganiser selon un schéma différent. Une nouvelle structure cristalline, moins dense, plus ouverte, plus fragile. Et parce que cette nouvelle organisation occupe plus d'espace que la précédente, le métal se dilate de l'intérieur. Des tensions naissent, des contraintes s'accumulent. La structure se fissure de l'intérieur sans rien montrer à l'extérieur, du moins pas tout de suite. Et quand les premières taches grises apparaissent enfin en surface, c'est déjà trop tard. Le processus est lancé, et il ne s'arrêtera pas tout seul. Ce qui rend ce phénomène encore plus troublant, c'est la température à laquelle la transformation est la plus rapide. Pas au plus profond du froid, non. Autour de moins 33 degrés, la peste progresse à sa vitesse maximale. Les atomes ont encore assez d'énergie pour se réorganiser activement, mais la température est suffisamment basse pour que la forme grise et fragile soit la seule stable. C'est une fenêtre précise de destruction optimale. Et cette fenêtre correspond exactement aux températures que l'on peut trouver dans certains endroits du monde pendant des mois entiers. Des endroits où des hommes ont jadis stocké du matériel pendant l'hiver. Des endroits où personne n'aurait pensé que le froid pouvait transformer un métal solide en poussière. Des endroits où ce genre d'erreur de jugement ne pardonne pas. On a retrouvé leur corps à 11 km d'un dépôt de vivres et de carburant. 11 km, pas 100, pas 1000, 11. Et ils sont morts quand même. Voilà ce qui m'a hanté la première fois que j'ai entendu cette histoire. Pas la distance parcourue, pas le froid extrême, pas même l'épuisement de ces hommes. Ce qui m'a hanté, c'est le mot « quand même ». Parce que ces hommes avaient tout prévu. Ils avaient planifié chaque étape, calculé chaque réserve, disposé des dépôts de ravitaillement sur tout le trajet. Et ils sont morts quand même. Quelque chose avait échoué avant même qu'ils partent. Quelque chose d'invisible, de silencieux, de chimique. Ces hommes faisaient partie d'une expédition vers l'une des régions les plus froides et les plus isolées de la planète. Leur chef, que j'appellerais Mathieu, était un homme méthodique, rigoureux, habitué aux conditions extrêmes. Il n'était pas imprudent, il n'était pas négligent. Il avait simplement ignoré une propriété de l'étain que personne à son époque ne comprenait vraiment. Les réservoirs de carburant avaient été scellés avec des soudures contenant une forte proportion d'étain. Ces réservoirs avaient été stockés pendant des mois dans un froid intense, bien en dessous du seuil critique dont on vient de parler. Et pendant ces mois, la peste avait travaillé. Silencieusement, invisiblement, elle avait fragilisé les soudures, ouvert des micro-fissures imperceptibles à l'œil nu, et le carburant s'était écoulé goutte à goutte dans la neige. Pas d'un coup, pas de façon dramatique. Juste une fuite lente et constante, comme le sable qui s'écoule d'un sablier qu'on n'a pas vu se retourner. Quand Mathieu et ses hommes ont atteint le premier dépôt après des semaines d'efforts physiques intenses, ils ont soulevé les réservoirs. Trop légers, beaucoup trop légers. Ils ont vérifié les fermetures, rien de forcé, rien d'arraché, aucune trace d'animal, aucune trace d'intervention humaine. Le carburant avait simplement disparu. Mathieu a noté dans son journal que la quantité de combustible disponible était bien inférieure à ce qu'il attendait. Il cherchait une explication logique. Il n'en a pas trouvé. Parce que l'explication n'était pas visible. Elle était dans la structure cristalline des soudures, dans la physique des atomes d'étain qui s'étaient réorganisés en silence pendant l'hiver. Le deuxième dépôt, même constat. Le troisième, idem. À chaque étape, moins de carburant que prévu. Moins de chaleur possible, moins de nourriture chaude, moins de neige fondue pour boire. Et des températures qui continuaient de baisser.
Mathieu a continué d'avancer parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Rebrousser chemin n'était plus une option. Ils étaient trop loin, trop affaiblis, trop engagés dans ce couloir de glace pour imaginer autre chose que continuer. 11 kilomètres, c'était si peu. Et pourtant, c'était tout. Ce que je trouve le plus vertigineux dans cette histoire, ce n'est pas la tragédie elle-même. C'est que la cause n'a été comprise que bien plus tard, quand des chimistes se sont penchés sur les circonstances et ont réalisé que les conditions de stockage correspondaient exactement à la zone de transformation optimale de l'étain. La peste n'avait pas besoin d'être intentionnelle pour être mortelle. Elle avait juste besoin de froid et de temps. Il n'existe pas de preuve formelle que c'est exactement ce qui s'est passé. Les archives de cette expédition ne mentionnent pas l'étain. Mathieu lui-même ne savait pas ce qu'il cherchait. Mais la chimie, elle, est cohérente. Les conditions étaient réunies, le phénomène est réel, et les hommes sont morts à 11 kilomètres d'un abri qu'ils n'ont jamais atteint. Parfois, la vérité la plus probable est aussi la plus difficile à accepter, parce qu'elle ne désigne aucun coupable. Juste un métal qui a fait ce que sa nature lui imposait de faire. Maintenant, vous comprenez pourquoi j'ai commencé par le cri de l'étain et par sa peste. Parce que ces deux propriétés ne sont pas des curiosités de laboratoire. Elles ont des conséquences réelles, concrètes, humaines. Mais pour vraiment comprendre pourquoi l'étain se comporte ainsi, il faut descendre encore plus loin que la chimie, plus loin que la physique des cristaux. Il faut aller jusqu'au cœur de l'atome lui-même. Et là, ce qu'on trouve est proprement stupéfiant. Voilà une question que peu de gens se posent. Pourquoi certains atomes sont-ils stables et d'autres non? Pourquoi certains éléments restent intacts pendant des milliards d'années, alors que d'autres se désintègrent en quelques secondes? La réponse à cette question a valu un prix Nobel à 2 physiciens, et elle implique quelque chose que les scientifiques ont nommé avec une franchise étonnante, les nombres magiques. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas un surnom affectueux inventé par les vulgarisateurs. C'est le terme officiel, utilisé dans les publications scientifiques les plus sérieuses du monde. Les nombres magiques. Et l'étain, ce métal qui crie et qui se désagrège dans le froid, est l'un des seuls éléments du tableau périodique à en posséder non pas un, mais 2 simultanément. Pour comprendre ce que ça signifie, il faut imaginer le noyau d'un atome non pas comme une boule compacte et uniforme, mais comme un ensemble de couches concentriques. Un peu comme des pelures d'oignon, mais à l'échelle de l'infiniment petit. Chaque couche peut contenir un certain nombre de particules, des protons et des neutrons. Et quand une couche est complètement remplie, quelque chose de remarquable se produit. Le noyau devient exceptionnellement stable, difficile à briser, résistant à la désintégration, presque indestructible à l'échelle atomique. Les nombres qui correspondent à ces couches pleines, ce sont les nombres magiques. 2, 8, 20, 50, 82, 126. Ce sont les configurations où la stabilité nucléaire est maximale. Et l'étain possède 50 protons dans son noyau, ce qui est déjà un nombre magique. Mais son isotope le plus répandu possède également 82 neutrons. Deuxième nombre magique. Double stabilité, double protection. C'est comme si l'atome d'étain avait été conçu pour durer. La conséquence directe de cette double stabilité est un record qui n'a jamais été battu dans toute l'histoire de la chimie. L'étain possède 10 isotopes stables. 10 formes différentes du même élément, toutes parfaitement stables, qui n'évoluent pas, ne se désintègrent pas, ne disparaissent pas avec le temps. Aucun autre élément du tableau périodique n'approche ce chiffre. Le deuxième au classement en possède 7. L'étain en possède 10. C'est un cas unique, une exception absolue dans l'univers des éléments chimiques. Et voilà le paradoxe qui me fascine depuis que j'ai découvert tout ça. L'atome d'étain est l'un des plus stables qui existent à l'échelle nucléaire. Quasi indestructible dans ses fondements les plus profonds. Et pourtant, à l'échelle de l'objet, à l'échelle de ce que vous pouvez tenir dans la main, ce même métal se désagrège sous le simple effet du froid. La stabilité la plus profonde et la fragilité la plus visible coexistent dans le même matériau. C'est une contradiction que la nature s'est permise, et elle a des conséquences que nous n'avons pas fini d'explorer. Ce que je viens de vous dire sur la double stabilité nucléaire de l'étain, ça change complètement la façon dont on regarde cette histoire de Mathieu
et de ces hommes morts à 11 kilomètres d'un abri. Parce que la question qui se pose maintenant est la suivante. Comment un atome aussi exceptionnellement stable à l'échelle nucléaire peut-il produire un métal aussi traître à l'échelle humaine? Et la réponse à cette question mène directement à quelque chose que les physiciens ont mis des décennies à comprendre. La stabilité nucléaire et la stabilité cristalline sont deux choses complètement différentes. L'une concerne le cœur de l'atome, l'autre concerne la façon dont les atomes s'organisent entre eux. Et c'est précisément dans cet espace entre les atomes que la peste de l'étain se glisse. Voilà comment je me représente les choses. Imaginez une salle de concert où chaque musicien joue parfaitement son instrument. Chaque musicien individuellement est excellent, stable, fiable. Mais si vous changez la disposition des chaises, si vous modifiez l'acoustique de la salle, si vous altérez la façon dont les musiciens se positionnent les uns par rapport aux autres, l'ensemble peut devenir cacophonique, même si chaque individu reste intact. C'est exactement ce qui se passe avec l'étain. Chaque atome est nucléairement parfait. Mais leur arrangement collectif, leur cristallographie, leur façon de s'organiser dans l'espace, ça, c'est une autre affaire. Et cet arrangement peut basculer. Ce basculement, on en a parlé dans les parties précédentes. Mais ce qu'on n'a pas encore dit, c'est ce que ça représente concrètement pour les hommes qui ont utilisé l'étain sans savoir. Mathieu ne savait pas que ces soudures contenaient un arrangement cristallin fragile à basse température. Les artisans qui travaillaient l'étain depuis des générations ne savaient pas pourquoi certaines pièces se dégradaient en hiver dans les régions froides. Ils observaient le phénomène, ils le subissaient, mais ils n'en comprenaient pas la cause. Et cette incompréhension a coûté cher. Pas seulement à Mathieu, à d'autres aussi, dans d'autres circonstances, avec d'autres conséquences. Il y a eu des témoignages d'artisans qui travaillaient dans des ateliers non chauffés pendant l'hiver et qui retrouvaient certaines pièces en étain recouvertes de taches grises inexpliquées au matin. Pas toutes les pièces, pas de façon systématique, juste certaines, apparemment au hasard, là où la peste avait trouvé un point de départ favorable. Ces artisans pensaient à une impureté dans le métal, à un mauvais lot de matières premières, à une erreur de fabrication. Personne ne pensait au froid. Personne ne faisait le lien entre la température de la nuit précédente et l'état du métal au matin. Parce que le froid, dans leur représentation mentale, ne pouvait pas transformer un métal solide en poudre. C'était contre tout ce qu'ils savaient. Et c'est là où cette histoire devient vraiment vertigineuse. Pendant des siècles, des artisans, des explorateurs, des ingénieurs ont utilisé l'étain en croyant le connaître. Ils en connaissaient les qualités, la brillance, la malléabilité, la résistance à la corrosion, la facilité de fusion. Mais ils ne connaissaient pas son double fond. Ils ne savaient pas qu'au-delà d'un certain seuil de froid, ce métal fiable devenait quelque chose d'entièrement différent. Et ce qu'on ne sait pas peut tuer aussi sûrement que ce qu'on fait intentionnellement. Mathieu en est la preuve la plus troublante. Mais ce n'est pas la seule. Ce qui m'a frappé quand j'ai creusé cette histoire, c'est que la peste de l'étain a laissé des traces dans des endroits auxquels on ne penserait jamais. Des endroits qui n'ont aucun rapport avec les expéditions polaires ou les réservoirs de carburant. Des endroits dédiés à la beauté, à la musique, à l'élévation spirituelle. Des cathédrales. Des orgues historiques dont les tuyaux en alliage d'étain ont été retrouvés recouverts de taches grises après des hivers particulièrement rigoureux. Des tuyaux qui sonnaient parfaitement en automne et qui avaient perdu leur forme au printemps. Et personne ne comprenait pourquoi. Mais j'y reviendrai. Parce qu'avant ça, il faut parler de quelque chose d'encore plus fondamental. D'où vient cet étain qui a fait tout ça? Voici quelque chose qui va peut-être vous paraître impossible, mais qui est rigoureusement exact. L'étain que Mathieu avait dans ses soudures, l'étain qui a peut-être coûté la vie à ces hommes, n'a pas été fabriqué sur Terre. Pas un seul atome. La Terre ne fabrique pas d'étain. Elle en stocke, elle en concentre dans certaines régions géologiques, elle permet aux humains de l'extraire. Mais elle n'en crée pas. Chaque atome d'étain qui existe sur notre planète est arrivé ici de l'extérieur, intégré dans la matière primitive qui a formé le système solaire il y a environ 4,5 milliards d'années. Et avant ça, ces atomes étaient quelque part ailleurs, dans une étoile morte. La physique stellaire est assez claire là-dessus. Les étoiles comme notre Soleil produisent de l'énergie en fusionnant des atomes légers.
de l'hydrogène en hélium, de l'hélium en carbone, et ainsi de suite jusqu'au fer. Le fer est la limite. Au-delà du fer, la fusion nucléaire ne produit plus d'énergie. Elle en consomme. Une étoile qui atteint le fer dans son cœur n'a plus de carburant. Elle s'effondre sur elle-même en une fraction de seconde et explose dans ce que les astronomes appellent une supernova. Et pendant cette explosion, pendant cet instant de violence cosmique absolue, l'énergie libérée est tellement colossale que des atomes plus lourds que le fer se forment. Des atomes comme le plomb, comme l'or, comme l'étain. Ces atomes sont projetés dans l'espace par la force de l'explosion. Ils voyagent pendant des millions d'années dans le vide interstellaire. Ils se mélangent à d'autres nuages de gaz et de poussière. Et parfois, ces nuages se contractent sous leur propre gravité et forment de nouvelles étoiles, de nouveaux systèmes planétaires. C'est exactement ce qui s'est passé pour notre Soleil et pour la Terre. Le nuage de matière qui a donné naissance à notre système solaire contenait déjà de l'étain, hérité d'une ou plusieurs supernovae antérieures. Cet étain s'est concentré dans la croûte terrestre au fil des processus géologiques. Il a été extrait par des humains, travaillé, fondu, allié, utilisé. Et une partie de cet étain cosmique s'est retrouvée dans les soudures de Mathieu. Dans les soudures qui ont peut-être lâché sous le froid de la glace. Des atomes nés dans la mort d'une étoile, voyagés pendant des milliards d'années à travers l'espace, et finalement devenus l'élément central d'une tragédie humaine sur un continent de glace. Si ça ne vous donne pas le vertige, je ne sais pas ce qu'il fera. Mais ce voyage cosmique de l'étain, depuis les étoiles jusqu'aux mains de l'homme, n'est que le début de son histoire sur Terre. Et la suite est tout aussi fascinante, parce que les humains qui ont découvert ce métal ont très vite compris qu'il pouvait changer absolument tout. Pendant des millénaires, personne ne savait d'où venait l'étain. Les artisans qui le travaillaient, les marchands qui le vendaient, les guerriers qui se battaient avec les armes qui le rendaient possible, aucun d'entre eux ne savait que ce métal qu'ils tenaient entre leurs mains avait voyagé à travers l'espace pendant des milliards d'années avant d'atterrir sur Terre. Mais ce qu'ils savaient, ce qu'ils avaient compris très tôt et de façon absolument décisive, c'est qu'il était rare, terriblement rare, et que cette rareté en faisait quelque chose d'infiniment précieux, plus précieux que l'or dans certaines circonstances, parce que l'or, on peut le contempler. L'étain, lui, permettait de survivre. La découverte du bronze est l'une de ces ruptures dans l'histoire humaine qui change tout, définitivement et sans retour. Pas une amélioration progressive, une rupture. Avant le bronze, les outils en cuivre pur s'émoussaient vite, se déformaient sous les chocs, pliaient là où il aurait fallu qu'ils restent rigides. Après le bronze, tout change. Un outil en bronze garde son tranchant bien plus longtemps. Une lame en bronze résiste au choc sans se plier. Et la raison physique de cette différence, on l'a effleurée plus tôt, mais il faut la comprendre pleinement maintenant. Quand on mélange l'étain au cuivre, les atomes d'étain, plus gros que ceux du cuivre, s'insèrent dans la structure cristalline du métal et la perturbent. Ils créent des tensions internes qui bloquent les mouvements à l'intérieur du métal. Et ce blocage, c'est ce qu'on appelle la dureté. Le bronze n'est pas juste un mélange de deux métaux. C'est un métal dont la structure interne a été délibérément rendue plus résistante grâce à une perturbation calculée. Les premiers artisans qui ont découvert ça ne connaissaient pas la physique des cristaux, bien sûr, mais ils ont observé le résultat. Et le résultat était suffisamment spectaculaire pour qu'ils cherchent à le reproduire, à l'optimiser, à en comprendre les proportions idéales. Environ 10 à 12% d'étain dans le cuivre donne le meilleur équilibre entre dureté et résistance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le fruit de générations d'expérimentations empiriques. Des artisans qui ont essayé, raté, ajusté, réessayé. Sans équation, sans théorie. Juste l'observation et la transmission du savoir. Et ce savoir représentait un avantage décisif, un avantage militaire d'abord. Une hache en bronze tient son tranchant, là où une hache en cuivre s'arrondit après quelques coups. Un outil agricole en bronze travaille la terre plus efficacement et dure plus longtemps. Des outils plus efficaces, c'est plus de nourriture produite, plus de population soutenue, plus de ressources disponibles pour construire, pour échanger, pour dominer.
La fracture entre les peuples qui avaient accès au bronze et ceux qui n'y avaient pas accès était réelle, mesurable et souvent fatale pour les seconds. C'est la première grande inégalité technologique de l'histoire humaine. Et elle reposait entièrement sur la disponibilité d'un seul métal, l'étain, ce même métal cosmique né dans l'explosion d'une étoile morte. Mais voilà le problème fondamental de cette révolution. Le cuivre, on en trouvait dans beaucoup d'endroits. Des montagnes riches en cuivre existaient dans plusieurs régions du monde. Les grandes civilisations de l'époque, celles qui se développaient dans les vallées fertiles entre les fleuves, dans les zones côtières méditerranéennes, avaient accès au cuivre. Mais l'étain, lui, était une autre histoire. Géologiquement, il se concentre dans des zones très précises, liées à certains types de formations granitiques. Et ces zones ne correspondent pas du tout aux zones où les grandes civilisations antiques s'étaient développées. Elles en étaient séparées par des milliers de kilomètres, ce qui signifiait une chose simple et terrifiante. Quiconque voulait du bronze devait trouver de l'étain. Et trouver de l'étain, c'était dépendre de quelqu'un d'autre. Cette dépendance a créé les premières routes commerciales longue distance de l'histoire. Des convois qui traversaient des montagnes, des déserts, des mers. Des marchands qui risquaient leur vie pour transporter ce métal gris d'un bout du monde connu à l'autre. Des analyses chimiques modernes qui comparent la composition précise des objets en bronze ancien avec celle des gisements connus ont permis de reconstituer certaines de ces routes. Et les distances sont stupéfiantes. De l'étain extrait dans des régions montagneuses reculées se retrouvait fondu dans des ateliers situés à des milliers de kilomètres, incorporés dans des armes et des outils qui circulaient ensuite encore plus loin. La mondialisation n'a pas commencé avec les bateaux à vapeur ou les avions. Elle a commencé avec l'étain. Donc on a un métal né dans une supernova, concentré dans quelques zones géologiques précises, indispensable à la fabrication du matériau le plus important de son époque, et disponible seulement pour ceux qui avaient les moyens de le faire venir de loin. Vous voyez déjà où ça mène. Quand une ressource est à la fois indispensable et rare, celui qui la contrôle détient un pouvoir considérable. Et quand cette ressource vient à manquer, tout ce qui en dépend s'effondre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre d'où venait exactement cet étain que tout le monde cherchait. Parce que la réponse à cette question est l'un des grands mystères non résolus de l'histoire ancienne. Et elle implique des voyages en mer que beaucoup d'historiens considèrent encore aujourd'hui comme impossibles. Il y a une région à l'extrême bout occidental de l'Europe, une longue péninsule qui s'avance dans l'océan comme un bras tendu vers le vide, dont le sous-sol contient des quantités remarquables d'un minéral brun et lourd appelé cassitérite. Ce minéral est le principal minerai d'étain naturel. Sa formule chimique est simple, c'est du dioxyde d'étain. Et sa particularité géologique est fascinante. Contrairement à beaucoup d'autres minerais, la cassitérite résiste à l'érosion. Quand les roches autour d'elle se décomposent sous l'effet du vent et de la pluie, elles restent intactes. Elles se détachent, elles glissent dans les rivières, elles s'accumulent au fond des cours d'eau sous forme de petits grains lourds et sombres. Et pour l'extraire, il suffisait au moins au début de tamiser le sable des rivières. Pas de galeries souterraines, pas d'explosion, pas de machinerie complexe. Juste de l'eau, un récipient et de la patience. Cette facilité d'extraction relative a rendu cette région géographique extraordinairement attractive pour quiconque cherchait de l'étain. Et certains chercheurs pensent que des navigateurs phéniciens, ces marchands de la mer qui sillonnaient la Méditerranée depuis des siècles, auraient poussé leurs bateaux bien au-delà des colonnes d'Hercule, bien au-delà de ce que leurs contemporains considéraient comme les limites du monde connu, pour atteindre cette péninsule et en ramener de l'étain. Il n'existe pas de preuves directes. Pas d'épave phénicienne retrouvée au large des côtes atlantiques. Pas d'inscription gravée dans la roche. Mais les analyses isotopiques de certains objets en bronze retrouvés en Méditerranée montrent une composition qui correspond à l'étain de cette région. Le métal a voyagé. La question est de savoir comment. Et cette question, elle reste ouverte aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que cette péninsule a fourni de l'étain pendant au moins 3500 ans. Des générations entières de mineurs, d'abord à ciel ouvert dans les rivières, puis dans des galeries de plus en plus profondes. Une région entière dont l'identité et l'économie ont été façonnées par ce métal cosmique pendant des millénaires, et dont la dernière grande mine a fermé à la fin du XXe siècle.
Mais avec l'explosion de la demande en étain pour l'électronique mondiale, des investisseurs commencent à regarder ces vieilles galeries d'un œil nouveau. L'étain qui a alimenté l'âge du bronze pourrait bien alimenter l'âge numérique. Mais entre ces deux époques, il y a eu un effondrement que personne n'avait vu venir. Et cet effondrement a tout changé. En l'espace de quelques décennies, plusieurs des plus grandes civilisations du monde antique se sont effondrées presque simultanément. Des empires qui avaient duré des siècles ont disparu. Des villes prospères ont été abandonnées. Des systèmes d'écriture ont été oubliés pendant des générations entières. Et au cœur de cet effondrement, silencieux et invisible comme toujours, il y avait l'étain. Voilà ce qu'il faut comprendre. Les grandes civilisations méditerranéennes de cette époque n'étaient pas des systèmes isolés. Elles étaient interconnectées par des routes commerciales complexes, des échanges réguliers de matières premières, de produits finis, de savoirs. Une sorte de mondialisation primitive, fragile, mais fonctionnelle. Et au centre de cette toile, il y avait le bronze. Et au centre du bronze, il y avait l'étain. Quand les routes de l'étain ont commencé à se fragiliser, tout le reste a suivi. Pas d'un coup, progressivement, comme une structure qui se fissure avant de s'effondrer. Des convois attaqués, des routes rendues impraticables par des migrations de populations déplacées, des ports bloqués, des intermédiaires qui disparaissent. L'étain arrive de moins en moins régulièrement. Le bronze devient rare. Les outils s'usent sans être remplacés. Les armes ne peuvent plus être fabriquées en quantité suffisante. Et une civilisation sans ses outils, c'est un corps sans ses mains. Les historiens qui étudient cette période parlent d'un effondrement en cascade. Une série de chocs qui se renforcent mutuellement. Des sécheresses qui réduisent les récoltes, des récoltes insuffisantes qui provoquent des migrations qui perturbent les routes commerciales, des routes perturbées qui coupent l'accès à l'étain, et un accès réduit à l'étain qui prive les civilisations de leur capacité à se défendre et à produire. Chaque maillon de la chaîne fragilise le suivant. Et quand la chaîne casse, tout s'effondre en même temps. Des empires qui semblaient solides comme du bronze, parce qu'ils étaient littéralement construits sur du bronze, se révèlent aussi fragiles que de l'étain sous le gel. Ce qui me frappe dans cet effondrement, c'est l'ironie profonde de la situation. Le bronze avait rendu ces civilisations puissantes. Il avait permis leur expansion, leur domination, leur complexité croissante. Mais cette même puissance reposait sur une dépendance invisible et fragile. Plus les civilisations s'étaient développées grâce au bronze, plus elles en avaient besoin. Plus elles en avaient besoin, plus elles étaient vulnérables à toute interruption de l'approvisionnement en étain. La force et la faiblesse venaient du même endroit. Et quand la faiblesse s'est révélée, elle était proportionnelle à la force qu'elle avait permis de construire. Il y a un détail dans cette histoire qui me revient toujours. Le fer était connu avant l'effondrement de l'âge du bronze. On savait le travailler. On en produisait en petite quantité. Mais tant que le bronze était disponible, personne ne cherchait vraiment à développer la métallurgie du fer à grande échelle. Pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Et puis, l'étain a manqué. Le bronze est devenu rare, puis inaccessible. Et là, brusquement, le fer est devenu une nécessité. La pénurie d'un métal a forcé l'humanité à en développer un autre. L'âge du fer n'est pas né d'une invention, il est né d'une privation. Et cette privation a changé le monde plus profondément encore que l'invention du bronze elle-même. Voilà ce qu'un métal peut faire quand il manque. Mais l'étain n'a pas disparu avec l'âge du bronze. Il a juste changé de rôle. Et quelques siècles plus tard, il allait réapparaître dans une histoire qui n'a absolument rien à voir avec les guerres et les empires. Une histoire de beauté, de lumière, de reflets. Une histoire où ce métal cosmique allait se retrouver au service des plus puissants du monde, non plus pour fabriquer leurs armes, mais pour refléter leur visage. Il existe un procédé de fabrication de miroirs qui a été gardé secret pendant des générations entières, protégé par des lois, des menaces, et selon certains témoignages historiques, par des moyens beaucoup plus radicaux contre ceux qui tentaient de le divulguer. Ce procédé utilisait deux substances, du mercure liquide et de l'étain. Et le résultat était d'une qualité si supérieure à tout ce qui existait avant que les plus riches du monde étaient prêts à payer des fortunes pour en posséder un exemplaire. Voilà comment ça fonctionnait.
On posait une feuille d'étain très fine sur une surface parfaitement plane. Puis on versait dessus une fine couche de mercure liquide. Le mercure, qui est un métal liquide à température ambiante, dissolvait partiellement la surface de l'étain et formait une pâte brillante, homogène, parfaitement réfléchissante. On posait ensuite une feuille de verre soigneusement polie sur cette pâte. On exerçait une pression uniforme, on laissait le mélange adhérer. Quelques heures plus tard, en retournant l'ensemble, on obtenait un miroir d'une clarté stupéfiante. Sans ondulation, sans zone sombre, sans déformation. Un reflet net, lumineux, presque vivant. Avant ce procédé, les miroirs étaient faits de métal poli, du bronze, de l'argent, du cuivre travaillé avec une extrême précision. Ils réfléchissaient, certes, mais avec des déformations, des zones plus sombres, une luminosité réduite. Le miroir à amalgame d'étain et de mercure était dans une catégorie entièrement différente. Regarder dedans, c'était comme regarder dans de l'eau parfaitement calme. Et les artisans qui maîtrisaient cette technique détenaient un pouvoir économique considérable. Un pouvoir que les grands États de l'époque voulaient s'approprier à tout prix. Ce qui s'est passé ensuite ressemble à une opération d'espionnage industriel. Un gouvernement qui voulait briser ce monopole a organisé le transfert clandestin d'artisans spécialisés vers ses propres ateliers. Ces artisans ont été convaincus, ou contraints, de quitter leur région d'origine pour enseigner leur savoir-faire ailleurs. Les autorités de leur région d'origine ont réagi en envoyant des émissaires pour les récupérer. Certains sont rentrés, d'autres sont restés, et le secret a fini par circuler malgré tout. Parce qu'un secret entre les mains de plusieurs personnes n'est plus vraiment un secret. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que l'étain y joue un rôle absolument central, mais totalement invisible. Personne ne regardait un miroir en pensant à l'étain. On voyait le mercure, on voyait le verre, on voyait son propre reflet. Mais sans la feuille d'étain en dessous, sans cet amalgame formé par la réaction entre les deux métaux, il n'y avait pas de miroir, pas de reflet, pas de splendeur. L'étain était là, comme toujours, en dessous de tout, invisible et indispensable. Mais cette industrie du miroir cachait quelque chose de bien plus sombre que son brillant ne le laissait penser. Les artisans qui fabriquaient ces chefs-d'œuvre payaient un prix que ni leurs clients ni leurs commanditaires ne voulaient vraiment voir. Et ce prix, il faut en parler, parce qu'il dit quelque chose d'important sur la façon dont les humains utilisent les matériaux sans penser à ceux qui les travaillent. Les artisans qui fabriquaient les plus beaux miroirs du monde mouraient jeunes. Pas d'un accident, pas d'une maladie ordinaire, d'une intoxication lente, invisible, qui dévorait leur système nerveux de l'intérieur pendant des années avant que quiconque comprenne ce qui se passait vraiment. Voilà ce que personne ne disait à voix haute dans ces ateliers. Le mercure utilisé pour former l'amalgame avec l'étain s'évaporait en permanence à température ambiante. Pas en grande quantité, pas de façon visible, pas avec une odeur particulière qui aurait pu alerter. Il s'évaporait doucement, continuellement, en particules microscopiques qui flottaient dans l'air de l'atelier et que les artisans respiraient toute la journée, tous les jours, pendant des années. Au début, rien. Quelques mois à travailler sans le moindre symptôme visible. Puis, progressivement, des choses difficiles à relier à leur cause. Un léger tremblement des mains qui apparaît en fin de journée. Des trous de mémoire inhabituels. Une irritabilité nouvelle, une nervosité qui surprend l'entourage. Et puis les tremblements qui s'aggravent, les troubles du langage, les difficultés à coordonner les mouvements. Des hommes qui avaient la précision d'horloger nécessaire pour fabriquer des miroirs parfaits perdaient progressivement le contrôle de leurs propres mains. Ce qui est particulièrement troublant dans cette histoire, c'est que les artisans les plus expérimentés, les meilleurs, ceux qui travaillaient depuis le plus longtemps, étaient aussi les plus atteints. L'excellence et la souffrance allaient ensemble. Plus un homme avait consacré d'années à ce métier, plus son corps portait la trace de cette exposition invisible. Et personne ne faisait le lien clairement, parce que les symptômes mettaient des années à apparaître et que le mercure lui-même restait invisible. Il n'y avait pas de fumée noire, pas de brûlure, pas de blessure visible. Juste cette vapeur transparente et inodore qui faisait son travail en silence. L'étain dans tout ça jouait le rôle du complice discret. Sans lui, pas d'amalgame possible. C'est lui qui fixait le mercure,
qui lui donnait cette consistance brillante et adhésive qui rendait le miroir possible. C'est la réaction entre les deux métaux qui créait le matériau réfléchissant. On ne pouvait pas avoir l'un sans l'autre. Mais dans l'esprit des gens de l'époque, c'était le mercure qu'on voyait, le mercure qu'on manipulait, le mercure qui semblait dangereux parce qu'il était liquide et étrange. L'étain, lui, semblait inoffensif. Une feuille mince, solide, familière. Et pourtant, sans lui, rien de tout ça n'aurait existé, ni la splendeur des miroirs, ni le poison qui tuait leurs fabricants. Cette industrie a fonctionné pendant des siècles selon ce modèle. Des palais ornés de miroirs extraordinaires d'un côté, des ateliers où des artisans vieillissaient prématurément de l'autre. Ce n'est que bien plus tard, quand la chimie a progressé suffisamment pour comprendre les effets de l'exposition chronique au mercure, qu'on a commencé à faire le lien, et que des méthodes alternatives ont été développées. Des miroirs sans amalgame, sans mercure, avec d'autres métaux déposés sur le verre par d'autres procédés chimiques. Moins dangereux, moins coûteux en vies humaines. Mais il aura fallu des siècles pour y arriver. Des siècles pendant lesquels les plus beaux objets du monde ont été fabriqués au prix d'une souffrance que les commanditaires préféraient ne pas voir. Ce passage de l'histoire de l'étain m'a toujours semblé être un résumé de quelque chose de plus large. Les matériaux qui rendent les choses belles ou fonctionnelles ont souvent un coût caché, supporté par ceux qui travaillent avec eux, pas par ceux qui en bénéficient. Et ce coût reste invisible tant que personne ne décide de le rendre visible. Mais l'étain, lui, ne s'est pas arrêté au miroir. Il allait trouver une application encore plus transformatrice. Une application qui allait changer la façon dont les armées faisaient la guerre, dont les explorateurs partaient à la conquête de l'inconnu, dont des millions de gens ordinaires mangeaient tous les jours. Et cette application, elle aussi, avait un coût caché que personne n'avait anticipé. Imaginez que vous pouvez conserver de la nourriture pendant plusieurs années dans un contenant léger, résistant, qu'on ne peut pas casser et qu'on peut transporter n'importe où. Aujourd'hui, ça semble évident. Mais il fut un temps où cette idée était aussi révolutionnaire que l'invention d'Internet. Et c'est l'étain qui l'a rendu possible. Le principe est d'une simplicité trompeuse. L'acier rouille. Au contact de l'air humide et des acides contenus dans les aliments, il se corrode rapidement, libère des produits chimiques qui contaminent la nourriture et finit par se percer. Inutilisable pour la conservation longue durée. Mais si on recouvre cet acier d'une couche d'étain, même extrêmement fine, presque invisible à l'œil nu, quelque chose de remarquable se produit. L'étain forme une barrière chimique parfaite. Il ne réagit pas avec les acides organiques des aliments. Il ne rouille pas dans les conditions normales. Il isole l'acier du monde extérieur avec une efficacité que peu d'autres matériaux peuvent égaler. Le contenu reste intact. La nourriture se conserve. La première fois que ce principe a été appliqué à grande échelle, la transformation a été immédiate et radicale. Les armées ont changé leur façon de fonctionner du tout au tout. Avant, une armée en campagne devait rester à proximité de ses sources d'approvisionnement. Elle traînait avec elle des troupeaux d'animaux vivants, des chariots chargés de grains et de légumes, des convois de ravitaillement qui ralentissaient tout et qui représentaient une cible permanente pour l'adversaire. Avec des conserves, tout ça disparaissait. On pouvait emporter des rations pour des semaines, pour des mois, dans des boîtes légères et compactes qui ne se détérioraient pas. La liberté de mouvement des armées a augmenté d'un coup. Les explorateurs en ont bénéficié encore plus directement. Partir pour plusieurs années dans des régions inconnues, sans dépendre de ce qu'on pourrait trouver sur place, c'était devenu possible. Des expéditions vers les pôles, vers des continents inconnus, vers des océans jamais cartographiés. Des hommes qui s'embarquaient avec dans leur cale des provisions suffisantes pour des années entières, dans des boîtes métalliques recouvertes de cette fine couche d'étain invisible. Ce métal cosmique, né dans une supernova, façonneur d'empire grâce au bronze, réfléchisseur de visages royaux dans les miroirs, se retrouvait maintenant dans les soutes des navires d'exploration, gardien silencieux de la nourriture qui permettrait aux hommes d'aller plus loin que jamais. Mais voilà ce que j'ai trouvé absolument stupéfiant quand j'ai découvert l'histoire complète de la conserve. Pendant près d'un demi-siècle après son invention, personne n'avait créé d'outils spécifiques pour ouvrir ces boîtes. Les premières instructions officielles conseillaient d'utiliser un ciseau et un maillet. Un ciseau et un maillet, comme pour ouvrir une caisse en bois.
Des soldats en campagne ouvraient leurs rations à coups de baïonnettes. Des explorateurs utilisaient n'importe quel outil tranchant disponible. La boîte qui devait simplifier la vie de tout le monde était pendant des décennies une forteresse métallique que son contenu semblait défier d'ouvrir. C'est l'une de ces ironies de l'histoire qui dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont les humains innovent. On résout un problème majeur, la conservation des aliments, avec une ingéniosité remarquable. Et on ne pense pas au problème suivant. Comment accéder à ce qu'on vient de si bien protéger? L'outil pour ouvrir les boîtes n'est apparu que des décennies après la boîte elle-même. Et entre-temps, des générations entières ont lutté avec leurs rations dans les tranchées, sur les ponts des navires, au cœur des forêts inexplorées. L'étain protégeait parfaitement la nourriture. Il la protégeait même de ceux qui voulaient la manger. Cette capacité de l'étain à créer des barrières, à protéger, à isoler, allait bientôt se révéler utile dans des contextes que personne n'avait encore imaginés. Mais avant d'en arriver là, il faut parler d'une montagne. Une montagne qui a donné 2 fortunes au monde avec 2 métaux différents, et qui a exigé en échange un prix humain que les chiffres seuls ne peuvent pas vraiment exprimer. Il existe une montagne qui a rendu des hommes immensément riches pendant des siècles, et qui en a tué des centaines de milliers d'autres dans le même mouvement. Pas en 2 temps séparés, simultanément. La richesse et la mort sortaient du même trou dans la roche, au même moment, côte à côte. Cette montagne se dresse dans les Andes, à une altitude qui coupe le souffle, littéralement, pas métaphoriquement. À 4000 mètres, l'air est si pauvre en oxygène que le simple fait de marcher vite provoque des vertiges. Les hommes qui descendaient sous terre pour en extraire le métal travaillaient dans un air encore plus raréfié, chargé de poussière de roche, dans des galeries si étroites qu'ils devaient parfois ramper pour avancer. Les bougies qui éclairaient leur travail consumaient le peu d'oxygène disponible. La chaleur accumulée dans les profondeurs contrastait violemment avec le froid glacial du dehors. Et ils recommençaient chaque matin. La première fortune que cette montagne a donnée, c'était de l'argent. En quantité si colossale que les historiens peinent encore à en mesurer les conséquences à l'échelle mondiale. Des dizaines de milliers de tonnes de métal précieux extraites sur plusieurs siècles, fondues en lingots et en pièces, expédiées vers l'Europe par des flottes entières de navires. Cette abondance soudaine de métal monétaire a provoqué une inflation généralisée sur tout un continent. Les prix ont grimpé, les monnaies se sont dévaluées, des économies entières ont été perturbées. La montagne avait donné trop vite, et le système n'avait pas su absorber ce choc. La fortune était réelle, mais ses effets sur le monde étaient incontrôlables. Et pendant ce temps, au pied et dans les entrailles de cette montagne, des populations entières se relayaient sous terre dans le cadre d'un système de travail forcé. Pas volontaire, pas rémunéré convenablement, pas négociable. Les communautés des environs devaient fournir une quote-part d'hommes valides pour travailler dans les galeries. Ces hommes partaient parfois pour des mois. Certains ne revenaient pas. La maladie des poumons causée par la poussière de roche, cette destruction progressive du tissu pulmonaire qui rendait chaque respiration plus difficile que la précédente, emportait les mineurs après quelques années de travail. Pas en une fois, lentement, au fil des hivers, au fil des saisons passées sous terre, jusqu'à ce que les poumons ne suffisent plus à faire leur travail. Quand les veines d'argent les plus riches ont commencé à s'épuiser, la montagne a semblé morte. La ville qui s'était développée autour d'elle, qui avait été à son apogée l'une des plus grandes et des plus peuplées du continent, a commencé à se vider. Les marchands sont partis, les administrateurs sont partis, les artisans qui vivaient de la prospérité minière sont partis. Il ne restait que ceux qui n'avaient nulle part où aller. La montagne imposante et silencieuse continuait de dominer le paysage, indifférente à la désolation qu'elle avait contribué à créer autour d'elle. Et puis, les géologues sont revenus. Pas pour l'argent cette fois. Pour quelque chose que les anciens mineurs avaient croisé sans vraiment s'y intéresser. Un minerai brun et lourd qui s'accumulait dans certaines zones sans qu'on lui accorde d'importance. La cassitérite, le minerai d'étain. La même montagne, le même sol, les mêmes galeries parfois. Mais un métal différent, pour une époque différente, avec des besoins différents. La seconde fortune était là, enfouie dans la même roche que la première. Cette redécouverte a relancé l'activité minière dans toute la région. De nouvelles compagnies se sont formées, de nouveaux capitaux sont arrivés,
de nouveaux hommes sont descendus sous terre. Et les conditions de travail, malgré le temps écoulé depuis la première fortune, n'étaient pas fondamentalement différentes. La poussière de roche était toujours là, la maladie des poumons était toujours là. La différence entre ceux qui possédaient les mines et ceux qui y travaillaient était toujours aussi abyssale. La montagne avait changé de métal, mais elle n'avait pas changé de logique. C'est dans ce contexte qu'un homme du nom de Renaud a construit l'une des fortunes les plus considérables de son époque. Fils d'une famille modeste de la région, sans héritage notable, sans réseau établi, sans aucune des ressources qu'on associe normalement à ce genre de trajectoire. Il a commencé comme simple employé dans une société de négoce minier, tenant des registres, vérifiant des chiffres, apprenant les rouages d'une industrie qu'il observait de l'intérieur avec une attention que ses supérieurs n'avaient pas remarquée. Ce que Renaud avait compris avant les autres, c'est que la valeur n'était pas dans l'extraction elle-même. L'extraction, c'était la partie visible, la partie que tout le monde regardait, la partie sur laquelle tout le monde se concentrait. La valeur réelle était dans le contrôle de la chaîne entière. Celui qui possédait les mines, les fonderies et les réseaux de distribution tenait tout le monde par le même fil. Les concurrents qui ne possédaient qu'un maillon de cette chaîne dépendaient de lui pour tous les autres. Il a commencé à acquérir des participations dans des mines, puis dans des installations de traitement, puis dans des sociétés de négoce internationales. Lentement, méthodiquement, transaction après transaction. Au moment où les observateurs extérieurs ont commencé à comprendre ce qui se passait, Renaud contrôlait une part si significative de la production mondiale d'étain que les prix sur les marchés internationaux bougeaient en fonction de ses décisions. Pas en fonction de l'offre et de la demande globale, en fonction de ce qu'il décidait de mettre sur le marché et de ce qu'il décidait de retenir. Ce pouvoir était réel, documenté, et il n'avait rien d'illégal au sens technique du terme. Il avait simplement compris la mécanique du contrôle avant tout le monde et l'avait appliquée avec une constance absolue. Mais Renaud vivait loin de ses mines, très loin. Dans des appartements élégants, dans des stations balnéaires prisées par les gens fortunés, dans des hôtels où les serveurs connaissaient ses préférences par cœur. Pendant ce temps, dans les galeries à 4000 mètres d'altitude, les hommes qui extrayaient le métal qui fondait sa fortune continuaient de respirer la poussière de roche, continuaient de vieillir prématurément, continuaient de mourir d'une maladie que tout le monde dans l'industrie connaissait et que personne en position de pouvoir ne se pressait de résoudre. La distance géographique entre Renaud et ses mines était aussi une distance morale. Ce n'était pas propre à lui, c'était la structure même de l'industrie. Mais cette structure avait des conséquences réelles sur des vies réelles. Et ces conséquences, elles allaient finir par se manifester d'une façon que ni Renaud, ni personne d'autre dans l'industrie n'avait vraiment anticipée. Parce que les hommes qui descendaient sous terre avaient commencé à s'organiser. Et quand les guerres mondiales allaient éclater et que l'étain allait devenir une ressource stratégique d'une importance critique, la question de qui contrôlait ce métal et à quel prix humain allait se poser avec une urgence nouvelle. Quand la guerre a éclaté, les états-majors ont dressé leur liste de priorités. En haut de ces listes, il y avait le pétrole, l'acier, le charbon. Et juste après, discrètement, presque timidement, il y avait l'étain. Pas parce que les généraux aimaient les boîtes de conserve, parce que sans étain, les conserves militaires s'arrêtaient, les soudures électriques lâchaient, les équipements de communication tombaient en panne. Et une armée sans communication et sans nourriture, c'est une armée qui perd. Le premier conflit mondial à mettre l'étain au centre du jeu stratégique a révélé quelque chose que peu de gens avaient compris jusque-là. La puissance militaire ne dépend pas seulement du nombre de soldats ou de la qualité des armes. Elle dépend de la continuité des approvisionnements en matières premières, jusqu'au plus invisible. Les blocus navals qui coupaient les routes maritimes ne visaient pas seulement le pétrole et la nourriture. Ils visaient aussi ce métal gris que personne ne remarquait en temps de paix. Couper l'accès à l'étain, c'était mettre une nation industrielle sous pression sans tirer un seul coup de feu. Les effets se faisaient sentir lentement, progressivement, comme une hémorragie interne qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais qui affaiblit l'organisme semaine après semaine. Les ingénieurs des nations privées d'étain ont répondu à cette pression avec une créativité forcée.
On a affiné les couches de métal sur les boîtes de conserve pour utiliser moins de matières premières à chaque unité produite. On a développé des techniques de soudure alternatives, moins performantes, mais fonctionnelles avec d'autres alliages. On a recyclé les objets en étain avec une intensité qu'on n'avait jamais vue en temps de paix. Des collectes organisées, des fonderies qui travaillaient en continu, des ingénieurs qui cherchaient à extraire le maximum de chaque gramme disponible. La pénurie avait créé une inventivité que l'abondance n'aurait jamais générée. Mais le deuxième conflit mondial a frappé encore plus fort, et d'une façon plus précise, plus chirurgicale dans ses conséquences. Quand les forces japonaises ont pris le contrôle de la péninsule malaise, qui était à ce moment-là le plus grand producteur mondial d'étain, l'impact a été immédiat et brutal. Presque un tiers de la production mondiale venait de disparaître du côté des Alliés en l'espace de quelques semaines. Pas progressivement, du jour au lendemain. Les stocks existants ont commencé à fondre, et les responsables des approvisionnements militaires ont compris qu'ils avaient un problème urgent. La réaction a été d'une rapidité remarquable. Des contrats ont été signés avec les producteurs d'Amérique du Sud dans des délais qui, en temps de paix, auraient pris des années de négociations. Les mines de la région andine, dont celles que Renault avait jadis contrôlées, ont reçu des commandes massives avec des délais de livraison impossibles à tenir normalement. Les mineurs qui descendaient chaque matin dans ces galeries à 4000 mètres d'altitude ne savaient probablement pas que leur journée de travail s'inscrivait dans une stratégie militaire globale. Ils savaient juste qu'on leur demandait de produire plus vite, avec les mêmes outils et dans les mêmes conditions qui avaient toujours prévalu. Et parallèlement, dans les usines de conditionnement alimentaire, des directives strictes ont imposé de réduire l'épaisseur de la couche d'étain sur chaque boîte. Moins de métal par boîte, mais beaucoup plus de boîtes produites avec la même quantité d'étain disponible. Une mathématique de guerre, froide et pragmatique. Le résultat était fonctionnel, mais juste. On était dans la zone limite entre suffisamment protégé et pas assez. Et quand on est dans cette zone limite, la moindre erreur de fabrication, la moindre imperfection dans le dépôt de métal peut conduire à une contamination. Des soldats ont mangé des conserves dont le contenu avait été altéré par une corrosion interne que la couche d'étain trop fine n'avait pas su empêcher. C'était rare, mais ça arrivait. Et dans une tranchée ou sur un navire de guerre, une intoxication alimentaire n'est pas une contrariété. C'est une catastrophe. Ce que cette période de guerre a mis en lumière de façon définitive, c'est que l'étain n'était pas un métal parmi d'autres. C'était un métal de seuil. En dessous d'une certaine disponibilité, des systèmes entiers commençaient à défaillir, des uns après les autres, dans un ordre qu'on ne pouvait pas toujours prévoir. Exactement comme la peste, qui se propage d'un cristal à ses voisins, la pénurie d'étain se propageait d'un secteur industriel à l'autre, fragilisant tout ce qu'elle touchait. Les militaires qui avaient compris ça tenaient l'étain en haute priorité. Ceux qui ne l'avaient pas compris l'ont appris à leurs dépens. Maintenant, voilà quelque chose que vous n'auriez jamais deviné. Au moment même où des hommes se battaient pour contrôler les routes de l'étain, à des milliers de kilomètres de là, dans un atelier ordinaire d'une ville ordinaire, un ingénieur nommé Clément était en train de rater ses expériences pour la 5e année consécutive. Il ne le savait pas encore, mais ces échecs allaient mener à une invention qui changerait la façon dont chaque fenêtre de chaque bâtiment du monde serait fabriquée. Et cette invention, elle aussi, reposait entièrement sur l'étain. Clément travaillait pour une entreprise spécialisée dans la fabrication de verre. Son obsession était simple à formuler, mais terriblement difficile à résoudre. Le verre plat fabriqué à son époque n'était jamais vraiment plat. Les procédés de fabrication disponibles laissaient inévitablement des ondulations, des irrégularités, des zones plus épaisses que d'autres. Pour obtenir une surface optiquement parfaite, il fallait meuler et polir le verre après fabrication. Une opération longue, coûteuse, qui gaspillait une partie significative du matériau et qui représentait une grande partie du coût final du produit. Clément voulait trouver un moyen d'obtenir cette planéité parfaite directement pendant la fabrication, sans aucune intervention mécanique ultérieure. Son idée, que ses collègues jugeaient irréalisable, était de laisser la physique faire le travail à la place des machines. Il voulait verser du verre en fusion sur une surface liquide parfaitement plane. Le verre flotterait sur cette surface,
s'étalerait sous l'effet de la gravité et de sa propre tension de surface, et les deux faces se lisseraient d'elles-mêmes pendant le refroidissement. Pas de meulage, pas de polissage, juste la physique. Le problème était de trouver le bon liquide. Il fallait un métal qui reste liquide dans toute la plage de température où le verre est suffisamment malléable pour s'étaler, c'est-à-dire entre 600 et 1000 degrés environ. Il fallait que ce métal soit plus dense que le verre pour que le verre flotte dessus sans couler. Il fallait qu'il ne réagisse chimiquement ni avec le verre, ni avec l'atmosphère de l'atelier à ces températures. Et il fallait qu'il soit disponible en quantités industrielles à un prix raisonnable. Clément a passé en revue les métaux disponibles un par un, et à chaque fois, l'étain revenait comme la seule réponse cohérente à toutes ces contraintes simultanément. Point de fusion à 232 degrés. Il est liquide dans toute la plage de travail. Densité de 7,3 grammes par centimètre cube. Le verre flotte sans effort. Chimiquement stable sous atmosphère contrôlée. Disponible industriellement. C'était lui. Ça ne pouvait être que lui. Des peintures censées protéger les bateaux ont failli détruire des écosystèmes marins entiers. Et personne n'a rien vu venir pendant des années. Pas par négligence volontaire, par ignorance sincère d'un mécanisme que personne n'avait anticipé, parce que personne n'avait cherché à regarder ce qui se passait sous la surface de l'eau. Voilà le contexte. Les coques des navires posent un problème aussi vieux que la navigation elle-même. Dès qu'un bateau reste quelques semaines dans l'eau, des organismes marins commencent à s'y fixer. Des algues, des coquillages, des petits crustacés. Cette accumulation, qu'on appelle l'encrassement biologique, crée une résistance supplémentaire dans l'eau et ralentit le navire. Un bateau encrassé consomme nettement plus de carburant pour maintenir la même vitesse. Pour une flotte commerciale opérant des centaines de navires, c'est une différence économique considérable sur une année. La solution qui a émergé et qui a été adoptée massivement à partir d'une certaine époque était chimique. Des peintures contenant des composés organiques d'étain appliqués sur la coque libéraient progressivement ces composés dans l'eau environnante. Ces substances étaient toxiques pour les organismes marins qui tentaient de se fixer sur la surface. Résultat, les coques restaient propres, les navires restaient rapides, les armateurs économisaient du carburant. La solution semblait parfaite, efficace, relativement simple à appliquer et économiquement attractive. Ce que personne n'avait calculé, c'est ce qui se passait avec ces composés d'étain une fois dans l'eau. Ils ne restaient pas localisés autour de la coque, ils se dispersaient. Ils se diluaient dans les eaux des ports, des estuaires, des zones côtières où les navires mouillaient et circulaient en permanence. Et à des concentrations infinitésimales, des quantités qu'on mesure en nanogrammes par litre. Ces composés avaient des effets dévastateurs sur certains organismes marins. Pas en les tuant directement, en perturbant leur système hormonal avec une précision chirurgicale et une cruauté remarquable. Les mollusques étaient les premières victimes. Des populations entières de bivalves et de gastéropodes dans les zones portuaires ont commencé à présenter des anomalies de développement. Des individus qui auraient dû se reproduire normalement ne le faisaient plus. Des femelles qui développaient des caractéristiques inhabituelles. Des populations qui cessaient de se renouveler et commençaient à vieillir sans descendance. Les pêcheurs qui travaillaient ces zones ont observé le déclin sans comprendre ce qui le provoquait. Leur parc à huîtres, cultivé parfois depuis des générations, produisait de moins en moins, puis plus du tout. Dans une région côtière réputée pour sa production d'huîtres depuis des siècles, l'effondrement a été brutal. En l'espace de quelques années, des familles entières de producteurs qui vivaient de ce métier depuis des générations ont vu leur activité s'arrêter. Pas à cause d'une tempête, pas à cause d'une maladie identifiable, pas à cause d'un événement visible et localisable. À cause d'une substance invisible, présente en quantité si faible qu'il a fallu des années de recherche scientifique pour établir le lien avec les peintures des navires. Quand le lien a finalement été établi et publié, la réaction des industriels a été prévisible. Des discussions, des remises en question des études, des demandes de preuves supplémentaires, des argumentaires économiques sur le coût d'une interdiction. Ce n'est pas propre à cette industrie, c'est un mécanisme récurrent dans l'histoire des substances chimiques dont les effets négatifs se révèlent après usage généralisé. L'interdiction est venue, mais progressivement,
pays par pays, avec des délais différents selon les réglementations locales. La Convention internationale, qui a finalement mis fin à l'usage de ces composés sur les navires, n'est entrée en vigueur qu'au début du XXIe siècle, soit des décennies après que les premiers signes d'alerte avaient été observés sur le terrain par les pêcheurs. Ce chapitre de l'histoire de l'étain est peut-être le plus inconfortable à raconter. Parce qu'il ne parle pas d'ignorance ancienne ou de limites technologiques d'une époque révolue. Il parle d'une période récente, avec des outils scientifiques disponibles, avec des signaux d'alerte visibles, et malgré tout un délai considérable entre la compréhension du problème et la décision de l'arrêter. L'étain, qui avait protégé les aliments dans des conserves, qui avait permis de fabriquer des vitres parfaites, qui avait soudé les circuits de toute l'électronique moderne, avait aussi, sous une forme chimique particulière, abîmé des écosystèmes entiers. Le même élément, des utilisations radicalement différentes. Des conséquences opposées. Et toujours cette même invisibilité qui le caractérise depuis le début. Clément avait passé 7 ans à échouer avant que son procédé fonctionne. 7 ans pendant lesquels l'entreprise qui le finançait avait failli abandonner le projet à plusieurs reprises. 7 ans de problèmes techniques résolus un par un, de paramètres ajustés, de températures recalculées, d'atmosphère de travail reformulée. Chaque fois qu'une variable était maîtrisée, une autre se révélait insuffisamment contrôlée. L'étain liquide réagissait légèrement avec l'atmosphère de l'atelier si on ne maintenait pas une composition précise de gaz au-dessus de sa surface. La température devait être gérée avec une précision que les équipements disponibles au début du projet permettaient à peine d'atteindre. L'épaisseur du verre ne se régulait pas naturellement au niveau voulu et nécessitait des systèmes mécaniques additionnels qu'il fallait inventer en même temps que le procédé principal. Et puis un jour, tout s'est aligné. Le verre en fusion a coulé sur la surface d'étain liquide dans les conditions exactes requises. Il a flotté, s'est étalé, s'est refroidi progressivement. Et quand on a sorti la feuille de verre de la chaîne, elle était d'une planéité que les instruments de mesure disponibles à l'époque peinaient à qualifier autrement que parfaite. Pas d'ondulation, pas de zone plus épaisse, pas de distorsion optique. Une surface aussi lisse que de l'eau calme, figée dans le verre. Ce procédé porte aujourd'hui le nom de verre flotté, du mot qui signifie flotter. Et plus de 9 vitres sur 10 fabriquées dans le monde utilisent encore ce même principe. Chaque fenêtre dans chaque immeuble, chaque pare-brise dans chaque voiture, chaque façade vitrée de chaque bâtiment moderne est passée sur un bain d'étain liquide pendant sa fabrication. Vous regardez par votre fenêtre en ce moment. Cette fenêtre a été fabriquée sur de l'étain. La lumière qui entre chez vous est passée à travers un verre qui a flotté sur ce métal. Et si vous regardez attentivement le bord de votre vitre avec une lampe ultraviolette, vous pouvez encore détecter des traces infimes d'étain qui ont diffusé dans le verre pendant la fabrication. Ce métal a laissé son empreinte dans chaque fenêtre que vous avez jamais regardée. Il était là depuis le début. Vous ne le saviez pas. Ce que l'aventure de Clément m'évoque, c'est quelque chose de plus large que l'invention elle-même. C'est la question de la persévérance face à l'échec répété. 7 ans, c'est long. Dans une industrie où les résultats financiers sont mesurés trimestre après trimestre, 7 ans d'échecs consécutifs représentent une pression considérable. La plupart des projets industriels n'y survivent pas. Celui-là a survécu parce que quelqu'un a continué à croire que la physique avait raison et que c'était l'exécution qui était imparfaite, pas l'idée fondamentale. Et l'étain, une fois de plus, était là, au cœur de la solution, invisible, indispensable, patient. Ce métal a accompagné l'humanité depuis ses premiers outils jusqu'aux écrans de nos téléphones. Il a été dans les armes des premières guerres et dans les soudures des premiers ordinateurs. Il a reflété les visages des puissants et nourri les soldats dans les tranchées. Il a failli tuer des explorateurs perdus dans le froid et a failli détruire des écosystèmes marins entiers. Et dans chacun de ces épisodes, il était invisible. Toujours là, jamais remarqué. Fondamental mais discret. Indispensable mais ignoré. Voilà ce que cette histoire m'a appris sur l'étain et sur ce qu'il représente au-delà de lui-même. Les choses qui soutiennent véritablement notre monde ne sont presque jamais celles qu'on célèbre ou qu'on remarque. Elles sont en dessous,
dans les fondations, dans les soudures, dans les couches invisibles. Et leur absence se remarque infiniment plus que leur présence. On ne pense pas à l'étain quand tout fonctionne. On y pense quand les réservoirs sont vides, quand les populations de mollusques disparaissent, quand les tuyaux d'orgue se désintègrent en hiver. L'étain ne demande pas à être reconnu. Il fait son travail. C'est peut-être sa leçon la plus profonde. Alors voilà la question que je vous pose, et j'aimerais vraiment lire votre réponse dans les commentaires. Si vous deviez choisir un seul objet de votre quotidien dont vous pensez qu'il contient de l'étain, sans que vous le sachiez vraiment, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Parce que la réponse pourrait vous surprendre plus que vous ne le pensez. Si cette histoire vous a appris quelque chose que vous ne saviez pas ce matin, laissez un like et abonnez-vous. Il y a encore beaucoup d'histoires comme celle-là à raconter, des histoires de matériaux ordinaires qui ont changé le monde en silence.